Voilà, donc nous sommes au salon et nous rencontrons donc Pierre-Alexandre Nicolas qui a écrit des ouvrages qui sont... alors, donc vous avez deux casquettes assez différentes, je suppose, mais il y a peut-être un lien entre, d'un côté vous vendez des produits régénérants, d'autre part vous écrivez sur les secrets, les énergies. Par exemple, les énergies de la cathédrale de Lyon, si vous les avez explorées comment Alors bon, c'est déjà une passion en fait que j'ai depuis tout petit. Cette passion, elle m'a été transmise notamment par mon père au niveau de la découverte des lieux sacrés. Et c'est vrai que quand j'étais petit, lui était passionné par rapport à ça, donc il fallait toujours aller en allant en vacances, visiter des lieux parfois perdus, les menhirs, les dolmens, les cathédrales, les églises. Et donc ce qui m'a amené à être passionné, on va dire, par le sujet. Et donc j'ai voulu après aller découvrir, on va dire, un peu des lieux qu'on connaît, qu'on visite, mais redécouvrir avec ce regard différent, avec ce regard sur l'énergie des lieux. Donc le premier livre que j'ai écrit, ça a été sur le secret des cathédrales, donc c'est celui-ci. Donc c'est global. Voilà, en fait il aborde les principes globaux qu'on trouve dans toutes les églises, dans toutes les cathédrales, mon père m'avait transmis un certain nombre de connaissances, et j'ai essayé de confirmer ces connaissances au départ en voyant des auteurs, en rencontrant des passionnés, des compagnons, des gens qui avaient un peu le même message au travers du symbolisme, au travers de l'énergie. Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup d'ouvrages qui viennent confirmer ces principes-là. Par exemple, Henri Vincenot, dans les Étoiles de Compostelle ou le Pape des Escargots, explique que si on visite une église d'une certaine manière, qu'on va toucher le pilier à tel endroit, qu'on suit en fait ce qu'il appelle le chemin de la vouivre ou le labyrinthe énergétique, eh bien l'homme va pouvoir se recharger, retrouver un équilibre, un bien-être et bénéficier des forces qui jaillissent au niveau de la Terre. Comme à Reims par exemple, comme à Reims, comme à Paris aussi, à Chartres. Il faut toucher les pierres. C'est ça. Comme un arbre, comme on touche un arbre un petit peu. C'est un peu ça, en fait, c'est essayer de ressentir la sève de la terre, l'énergie de la terre qui remonte. Et puis il y a des endroits où cette énergie elle sort, par exemple à la cathédrale de Chartres. Si on va toucher Notre-Dame du Pilier, en fait, la Vierge Noire, il y a quelque chose qui est à cet endroit-là. Quand on touche le pilier, il y a une énergie qui est... Il faut quand même avoir une certaine sensibilité pour ça, je pense. Alors, c'est vrai qu'on peut, on va dire, améliorer sa sensibilité. Souvent, quand je parle d'énergie sacrée ou de géobiologie, je fais référence ou je fais l'analogie avec l'œnologie. C'est-à-dire comment on apprend à goûter le vin. Quelqu'un, au départ, qui goûte le vin la première fois, il ne détermine pas forcément tous les arômes. Il va dire, bon, c'est un bon vin, c'est un mauvais vin, ça pique ou c'est doux. Mais petit à petit, on apprend à développer le goût. Donc chaque cathédrale a son goût. Chaque cathédrale peut avoir aussi des qualités, des spécificités énergétiques et aussi des vertus, on va dire, thérapeutiques, qui étaient connues par les anciens, puisque les anciens savaient par exemple qu'à tel endroit, les gens qui étaient malades, eh bien, ils allaient pouvoir aller pour se régénérer, pour les maux de tête, ou comme par exemple à l'église de Treorenteg, juste à côté de Brocéliande. Oui. C'était très connu pour la guérison des maux de tête. Et juste à côté, on a une fontaine qui s'appelle la fontaine de Saint-Onen, où les gens repartaient avec de l'eau de cette fontaine, ils la buvaient, et c'était pour combattre les fièvres et les maux de tête. Mais vous-même, donc chaque fois que vous allez dans un de ces lieux, vous décodez un peu, vous décryptez ce que ça peut apporter. Alors, ou bien vous vous fondez sur la tradition. Alors, je mélange un peu tout ça, dans le sens où je fais appel à mon ressenti, bien sûr. J'essaye de saisir l'énergie qui s'exprime au niveau du lieu. J'utilise aussi les baguettes de sourcier, qu'on utilise comme quand on fait de la géobiologie. Et donc, avec ces baguettes, en fait, on va déterminer des lignes de force, des lignes d'énergie dans les églises. On va essayer de suivre ces lignes de force, de voir les symboles qui s'expriment dessus. Mais au travers de tout ça, j'aime aussi regarder les vieux ouvrages, voilà. Les contes, les légendes, tout ce qui est associé par rapport à ça, les traditions populaires. Et on s'aperçoit que parfois, dans des églises, il y a des richesses populaires qui sont présentes, avec des lieux qui sont reconnus pour leurs vertus, mais qu'on peut confirmer par les baguettes de sourcier ou même aujourd'hui avec des appareils. Parce que les églises se sont construites sur des lieux qui étaient déjà antérieurs. Tout à fait. Pour moi, en fait, c'était une des grandes spécificités, c'est le fait que les anciens
ne pouvait pas se priver de certaines énergies au niveau de ces lieux, et nécessairement quand il y avait un temple, on le mettait sur un point d'énergie. Donc si la religion, entre guillemets, qui venait après, mettait son église à côté de ce point d'énergie, elle ne puisait pas aux forces, aux sources vives, et elle n'avait pas tous les bienfaits qu'elle pouvait en mériter. Donc c'est pour ça, nécessairement, quand il y a eu un nouveau temple qui s'est implanté, il s'est implanté toujours sur un temple plus ancien. Et c'est comme ça qu'on voit, par exemple, à Chartres, c'était autrefois un lieu druidique, donc avec un puits druidique et certainement un dolmen ou une allée couverte. Ou à Paris, c'était la cathédrale de Paris. Avant, c'était un temple dédié à Jupiter. Alors là, cet ouvrage-là, c'est autre chose déjà. C'est un autre. Tout à fait. Ça ouvre davantage vers votre travail de. Alors, les secrets de l'eau, en fait, c'est aussi plus de 20 ans de recherche qui ont été faites sur l'eau. Moi, j'ai fait au départ un cursus, on va dire, scientifique classique. J'ai fait une licence de physique et de chimie à Amiens, à l'université d'Amiens. Qui a une belle cathédrale. Oui, tout à fait. D'ailleurs, j'ai très très bien connu le guide de la cathédrale d'Amiens, Jean Macret, qui m'a beaucoup appris sur les contes, les légendes, etc. de la cathédrale d'Amiens. Et c'est notamment... Quand vous parlez des secrets de l'eau, vous parlez quand même pas de la mémoire de l'eau, je sais pas comme ça. Alors ça participe un peu à ce principe de la mémoire de l'eau. C'est-à-dire qu'à une époque donnée, mon père a eu une idée, on va dire, par rapport à l'eau, et il s'est dit que les contenants, la manière de travailler, par exemple la céramique, pouvait peut-être apporter un plus par rapport à la qualité de l'eau. Et donc j'ai commencé à en parler et à étudier les livres qui parlaient de l'eau, à voir au niveau de mes profs de physique s'il y avait des expériences qui existaient, s'il y avait des approches qui permettent de valider, on va dire, un paramètre vivant et un paramètre mort par rapport à l'eau. Et puis dans un premier temps, je me suis heurté à une frontière ou à une barrière, dans le sens où les scientifiques ne connaissaient pas déjà la différence entre ce que c'est qu'une eau vivante et ce que c'est qu'une eau morte. Mes professeurs, en tout cas, ne savaient pas en parler. Et puis quand j'ai farfouillé un peu plus loin, je me suis rendu compte qu'il y avait un certain nombre d'expériences en physique qui permettaient de montrer ces différences entre l'eau vivante et l'eau morte. Par exemple, dans le cadre de la bioélectronique de Vincent, on va mesurer les différences au niveau du pH, au niveau de la résistivité et aussi de l'oxydoréduction. Vous avez fait un mémoire à ce sujet? Vous avez présenté quelque chose? Mon mémoire, c'est le livre, d'une certaine manière. Vous ne l'avez pas publié dans le cadre universitaire, alors Non, parce que en fait, moi, je me suis arrêté au niveau de la licence. À un moment donné, mon père m'a dit, voilà, on a fait pas mal de recherches ensemble par rapport à l'eau, donc est-ce que tu veux continuer avec moi ou est-ce que tu continues ton cycle universitaire? Et donc il m'a fait comprendre qu'il avait bien besoin de moi et de mes compétences pour poursuivre, on va dire, sur sa recherche. Et j'ai arrêté, on va dire, mes études universitaires pour partir dans autre chose. Puis aussi, ce qui m'a décidé un petit peu dans ce sens-là, c'est le fait que mes professeurs ne connaissaient pas certaines choses. n'étaient pas disponibles pour valider. Pas disponible, c'est qu'on va dire il y a comme une barrière à un moment donné. Oui. Quand on parle, on va dire, d'énergie ou de forces, on va dire, subtiles qui sont au sein de l'eau, la science a du mal à le comprendre. Oui, est-ce que vous voulez dire par là que votre livre n'a pas fait l'unanimité ou est-ce qu'il a été pris en compte par la suite C'est pas une question de faire l'unanimité ou d'être pris en compte, c'est une question que, on va dire, il y a la science officielle qui arrive à une certaine limite. Et puis au-delà de ça, en fait, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de scientifiques. Enfin, nous, on a rencontré énormément de personnes, dont le professeur Luc, qui a été le directeur du laboratoire de physique de l'eau, avec lequel on a travaillé pendant 2 ans. On a travaillé avec le docteur Jeanne Rousseau, qui était une grande spécialiste sur l'eau, également dans le cadre de la bioélectronique de Vincent. Et on s'aperçoit que ces personnes, au-delà de la science, avaient aussi une vision spirituelle. Ah oui. Et que c'est cette vision spirituelle qui les a ouverts, on va dire, à regarder autrement la science. Alors que si on a un scientifique, on va dire, qui est borné, on va dire, dans sa matérialité, il aura beaucoup de mal à s'ouvrir sur ces nouveaux concepts, sur cette autre manière de voir la matière, et à intégrer des nouvelles recherches, une nouvelle vision des choses.
Et c'est vrai qu'à partir de là, en fait, la question se pose, soit on intègre entre guillemets un peu de spiritualité dans la science, et dans ces cas-là, on accepte de faire un parcours qui se dévie, on va dire, de la science classique, soit eh bien, on fait un parcours classique, et dans ces cas-là, on aura beaucoup de mal à faire les ponts avec une approche spirituelle. Il n'y a pas de solution pour vous ne voyez pas de solution pour concilier les deux voies? C'est pas que je vois pas de solution, c'est que je pense que les scientifiques aujourd'hui qui ont une démarche spirituelle, dans un premier temps, eh bien, ils n'en parlent pas beaucoup. Et puis au fur et à mesure de leur découverte, de leur recherche, de leur ouverture, eh bien, ils en parlent de plus en plus. Et parfois ça peut créer un blocage dans leur développement, ou parfois ça peut amener, on va dire, à une ouverture. Mais dans la plupart du temps, on va dire, les gens classiques sont réfractaires à intégrer, on va dire, une autre vision des choses au sein de la matière. Alors à propos de l'eau, est-ce que vous pensez, on pense aux marées, est-ce que vous pensez à l'influence de la Lune, des choses comme ça? Alors l'influence de la Lune, en fait, elle est certaine, parce que quand on étudie, par exemple, la tension superficielle de l'eau, on s'aperçoit que la tension superficielle évolue en fonction des phases de la Lune. Et que selon la période de la Lune, on va avoir une tension plus faible ou plus grande. L'organisation des molécules d'eau va être différente. On va avoir des modifications sur la résistivité, sur la conductivité, sur le pH aussi, qui peuvent se faire au sein de l'eau. Donc on voit que notamment la Lune, mais aussi la position du Soleil, les périodes dans l'année, tout ça, ça agit en rapport avec la qualité de l'eau. Oui, on peut pas éviter de s'intéresser à cette question du cosmos, de l'influence. Tout à fait. Enfin, c'est vrai que dans le cadre des recherches du docteur Jeanne Rousseau, elle a écrit plusieurs ouvrages qui mettent en avant ce qu'elle appelle les influences cosmiques. Et au sein de l'eau, simplement en étudiant l'eau, elle a observé que les astres avaient une influence très profonde sur l'organisation, la structure de l'eau. D'ailleurs, dans le livre, il y a des planches que j'ai mis, il y a d'autres chercheurs qui ont montré que selon on va dire, la phase astrologique, oui, en rapport avec la Lune, eh bien, l'eau fait des dessins différents au niveau du sable, et ça montre qu'il y a quelque part une résistance, une qualité différente au sein de l'eau. Alors pouvez-vous nous parler un peu de ces produits là, de ces outils? Alors, tout à fait, thérapeutique. Disons qu'à un moment donné, la question s'est posée de qu'est-ce que c'est que l'eau vivante et qu'est-ce que c'est que l'eau morte. Oui, on revient à cette fameuse thèse. Voilà, et par rapport à l'eau vivante et l'eau morte, il y a une réponse, on va dire, qui est toute simple. Le professeur Lu a découvert que l'eau vivante, l'eau qui sort des sources de la nature, est organisée d'une façon très simple. Elle est organisée de façon primaire. Les molécules sont associées par paquet de 3. Quand vous avez une eau morte, en fait, vous mettez cette eau dans une bouteille, au bout de 24 à 48 heures, les molécules, elles se modifient, en fait, au niveau de l'organisation, et vous avez des paquets qui sont plus lourds. Les paquets sont par paquet de 4 ou par paquet de 5. C'est ce qu'on appelle une eau de qualité quadrimère ou pentamère. Pour comprendre mieux, l'eau morte, c'est quoi l'eau morte? L'eau morte, en fait, c'est simplement des agrégats de molécules d'eau, H2O, qui sont plus lourds que l'eau vivante. Mais on la trouve où, l'eau morte et l'eau vivante? Tout simplement, c'est la même eau au départ. La même eau que vous avez, en fait, qui sort de la source. Ah, d'accord. Vous avez une source, par exemple, Volvic, Vittel ou n'importe laquelle. Vous prenez de cette eau au départ. Enfin, cette théorie, ou plutôt cette idée de l'eau morte et de l'eau vivante, elle date pas d'aujourd'hui, elle date de 1880, elle date des pharmaciens. Parce qu'au départ, les pharmaciens ont eu l'idée d'embouteiller les eaux pour prendre les vertus thérapeutiques des eaux thermales. Oui. Et à partir de ça, ils se sont dit, au lieu d'envoyer les malades directement faire des cures à la source, va aller aux malades, oui. Si en fait, eh bien, on met ces eaux dans des bouteilles et puis qu'on les donne à nos malades, on va avoir des résultats. Le problème, c'est que les pharmaciens se sont rendus compte que les eaux embouteillées n'avaient pratiquement plus de résultats. Ah, et donc on peut dire qu'elles sont mortes. Et à partir de là, eh bien, il y a eu toute une recherche qui s'est faite entre 1880 et 1940 sur la vitalité de l'eau. Et on a commencé à parler de eau vivante et d'eau morte. Donc l'eau minérale qu'on achète dans les magasins, elle est toujours morte actuellement, ou ils ont trouvé une solution? Non, les eaux qui sont embouteillées aujourd'hui, elles sont mortes. Elles sont mortes, elles sont toujours pas vivantes. Tout à fait. Donc c'est pas intéressant, elles n'ont pas les mêmes vertus? Elles n'ont pas des vertus thérapeutiques qu'elles avaient au départ. D'accord.
voulez vraiment, par exemple, Contrexéville, il faut aller la boire à Contrexéville. Si on veut avoir toutes les vertus thérapeutiques de ce type d'eau, il faut dans ces cas-là la boire directement à la source. Et elle est morte, quand on l'enferme dans une bouteille, qu'est-ce qui la tue, l'eau? Tout simplement le fait que vous n'ayez plus le mouvement naturel, qu'elle ne soit plus soumise à ces cycles cosmiques, qu'elle ne soit plus soumise à des variations de pression, de température, d'un mouvement continu, etc., fait que l'eau va se réduire ou se rétracter, se stagner, et en se réduisant, en fait, elle perd de ses propriétés. Est-ce qu'on ne pourrait pas prendre un exemple au niveau de la musique, par exemple, la différence entre une musique qui est sur un disque et une musique qui se joue devant vous on peut au dire piano que c'est un peu ça, mais on va dire que ça va beaucoup plus loin parce qu'au niveau thérapeutique ou au niveau structurel, au niveau de l'eau, on s'aperçoit que les eaux vivantes, elles ont ce qu'on appelle une qualité colloïdale, c'est-à-dire que les minéraux vont être fortement assimilables, ils ont tout un tas de bienfaits pour l'organisme. Quand on met ces eaux dans une bouteille, au bout de 24 à 48 heures, les minéraux perdent leurs bienfaits. Oui. On ne peut plus les assimiler. Alors, donc revenons à votre... Qu'est-ce que ça peut aider? Ça peut aider à revitaliser? Tout simplement, en fait, on a développé un procédé de fabrication qui fait que dans le matériau, dans la céramique, on va obtenir des petits cristaux de quartz. Cette structure microcristallisée, elle va agir directement sur les molécules d'eau, elle va modifier l'organisation des molécules. On sait au niveau du quartz en fait qu'il y a un effet qui est dit piézoélectrique, c'est-à-dire que vous avez comme une sorte d'électricité qui jaillit du quartz. Cette électricité statique, selon la taille des cristaux, elle va modifier l'organisation des molécules. Elle va changer en fait l'organisation. Elle va permettre de retrouver, si on a la bonne taille de cristaux, exactement la même organisation que l'eau qu'on avait au niveau de la source. Elle est régénérée. Et on va retrouver en fait cette qualité vivante. Ça sera exactement identique à... Tout à fait. C'est comme si vous lui avez redonné la qualité qu'elle a. Donc par exemple, si je mets de l'eau minérale de Contrex dans un verre comme celui-là, oui. C'est comme si je la buvais à la source. C'est ça, tout à fait. Il faut attendre un certain temps. Vous allez attendre 3 à 5 minutes pour un petit gobelet. Vous allez attendre 20 minutes à une demi-heure pour une cruche. C'est en fonction de la quantité de liquide que vous allez avoir par rapport au contenant. Et bien, par rapport à ça, vous attendez le temps et au bout de ce temps-là, vous retrouvez la même structure, la même qualité, la même organisation que l'eau qui est au niveau de la source. En effet, hein. Donc en effet, c'est assez convaincant. Et pour l'alimentation, c'est pareil à peu près? Et bien, on agit sur l'eau. Qu'est-ce qu'il y a? Alors c'est toujours l'eau des aliments. C'est toujours l'eau en fait qui va être la cible privilégiée. Par exemple, si vous avez des jus de fruits, du thé, du lait, du café, vous avez de l'eau qui est à l'intérieur. Et donc par rapport à ça, en modifiant l'eau, en améliorant la qualité de l'eau, on améliore le jus de fruits, on va améliorer le café, on va améliorer le thé. Mais c'est aussi valable pour les fruits, pour les légumes, vous avez de l'eau à l'intérieur. Une carotte, vous avez 70% d'eau. Donc vous avez changé la structure de l'élément aquatique dans le produit. Où on conserve plus longtemps sa qualité naturelle, sa structure naturelle, et ce qui va permettre d'améliorer sa conservation, sa qualité et ses bienfaits aussi au niveau de l'assimilation. Oui, d'accord, effectivement. Alors, donc c'est une espèce de... Et donc, on a pu vérifier qu'on restituait le produit à sa... Tout à fait. Disons que nous, on a fait tout un tas de tests après avec différents laboratoires, avec le laboratoire notamment de physique de l'eau du professeur Lu. Oui. Et le professeur Lu donc, a fait des tests, par exemple, sur de l'eau embouteillée, on voit l'organisation pentamère au départ. On fait des tests après sur de l'eau qui sort de la cruche, on voit qu'elle a une organisation primaire. On a fait des tests en bioélectronique de Vincent avec le professeur Roger Castel et le docteur Jeanne Rousseau. On fait les études de paramètres sur de l'eau qui sort des bouteilles. On fait l'étude de paramètres sur l'eau qui sort de la cruche. On voit la différence, on voit l'amélioration, on voit qu'on retrouve la qualité vivante, naturelle et des bienfaits que l'eau avait au départ. Et donc quelque part, ça nous revitalise nous-mêmes, en quelque part, on pourrait dire. Ça va agir directement sur l'organisme parce que si vous avez une eau qui a cette structure naturelle, déjà le potentiel d'hydratation au niveau des cellules, il va être plus grand. Vous allez mieux assimiler l'eau, les oligo-éléments, comme ils retournent vers l'état colloïdal, vous allez mieux assimiler par exemple le fer, le magnésium, le potassium, les oligo-éléments. Vous allez plus en profiter, plus en bénéficier. Tout à fait. Oui. Et on va retrouver comme ça une meilleure qualité. Vous serez un meilleur récepteur. C'est ça. Mais ça agit aussi sur l'acidité. Par exemple, vous mettez un jus d'orange, on a démontré par les tests de bioélectronique que vous avez moins d'acidité, donc ça allait être meilleur et plus facilement digéré, assimilé par l'organisme. Ça, donc finalement, vous améliorez la capacité de capter les énergies à l'extérieur et donc de mieux nourrir le corps. C'est ça, tout à fait, d'assimiler vraiment tout ce que
l'aliment peut nous donner et de retrouver le maximum de potentiel de l'aliment. Et est-ce que vous avez des idées au niveau de, c'est une question un peu annexe, de l'alimentation elle-même? Il y a des choses qu'il faut éviter, il y a des produits qu'il faut éviter, tout carrément? Alors, enfin, par rapport à nos études, en fait, simplement par rapport à l'eau, on va dire que tous les produits sont bons. L'important, c'est de retrouver la qualité, la texture. Non, mais en dehors de ça, il n'y a pas de produit qui soit en soi déconseillé ou par exemple le lait, par exemple, on dit beaucoup de mal du lait parce qu'on n'était pas habitué au lait dans l'ancien. Moi, j'ai pas fait suffisamment d'études par rapport à ce sujet du lait pour voir ou pour porter un jugement si ça apporte un plus ou si ça apporte un moins. Nous, ce qu'on a pu faire comme étude, par exemple, c'est mettre du lait en face au niveau de la couche et de voir au niveau de la qualité du lait. On a fait même des tests, par exemple, avec ce qu'on appelle l'effet Kirlian, ou avec des approches qui permettent de prendre l'énergie. Et ce qu'on a pu voir, en fait, c'est que sur les aliments, on avait plus d'énergie, on avait une meilleure qualité, on avait une meilleure assimilation, une meilleure digestion. Donc ça, c'est des éléments que j'ai pu... Donc ça vaut, la viande n'est pas... On peut aussi se prendre de la viande, c'est pareil, et on va également la revitaliser. On va aussi améliorer la qualité de la viande, on va améliorer en fait sa conservation et son assimilation. D'accord. Écoutez, je vous remercie, Pierre-Alexandre Nicolas, et je vous laisse à votre clientèle pour les derniers moments du salon. Merci à vous et bonne fin de journée.